Je m'appelle Catherine Dumont, j'ai 72 ans et j'habite une petite maison en pierre au cœur d'Aix-en-Provence, là où la lumière du matin danse entre les platanes et où l'air embaume le thym et la lavande séchée. J'ai vécu toute ma vie dans le sud, bercée par le chant des cigales et la chaleur écrasante des étés provençaux. Mais malgré la beauté de la région, mon existence, elle, n'a jamais eu la douceur du miel. Je suis la fille d'un ouvrier agricole et d'une couturière. Très jeune, j'ai appris à ne compter que sur mes bras. Quand j'ai eu 20 ans, le destin m'a donné Victor, puis 2 ans plus tard, Benoît. 2 garçons que j'ai élevés seuls, leur père ayant fui ses responsabilités dès la naissance du deuxième. Je n'ai pas eu le temps de m'apitoyer. Les enfants avaient besoin de lait, de vêtements et d'une éducation digne. Alors, j'ai travaillé. Oh, pas un de ces métiers où l'on s'assoit dans un bureau climatisé. Non, moi j'ai passé 40 ans à servir les autres. Serveuse le matin, femme de ménage l'après-midi, et parfois, lorsque les fins de mois s'étiraient plus que de raison, je faisais quelques ménages supplémentaires le soir. J'ai connu l'odeur âcre de l'eau de Javel qui vous montonnait, les heures à récurer des sols que d'autres piétinaient sans jamais baisser les yeux. J'ai enduré les dos cassés, les pieds meurtris, les remarques non condescendantes. Mais je tenais bon. Je me disais que Victor et Benoît auraient une vie différente, une vie où l'on ne se courbe pas. Je ne leur ai jamais montré la fatigue, jamais. Le soir, je souriais en les aidant à faire leurs devoirs. Je leur racontais des histoires inventées pour les endormir et leur faire croire que tout était possible. Quand ils ont grandi, j'ai redoublé d'efforts pour financer leurs études. Victor est devenu avocat d'affaires à Marseille. Benoît a ouvert un cabinet de conseil en finance très coté à Nice. Je devrais en être fière, non? Pourtant, dans leur regard, je ne vois plus l'enfant qui me disait « Je t'aime, maman ». Je ne vois que la distance, l'embarras parfois, lorsque je prononce certains mots ou lorsque mes mains, usées par le travail, trahissent mon passé. Et puis, il y a Florence, la femme de Victor, une blonde sophistiquée, élevée dans les quartiers huppés du Prado. Elle a toujours eu le chic pour me faire sentir déplacée. Un sourire poli, des compliments acidulés. Oh Catherine, vous êtes si simple, c'est rafraîchissant. Elle ne m'a jamais appelée belle maman, toujours Catherine avec cette neutralité qui vous repousse sans heurte. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel de Victor. Un de ces appels rares, rapides, où l'on sent que le téléphone pèse plus que les mots. Il m'a dit qu'ils organisaient un dîner à Marseille, dans un restaurant très coté du Vieux-Port, pour fêter sa promotion. Une soirée familiale, tous ensemble, comme avant. J'ai senti mon cœur se gonfler d'espoir. Enfin, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis même surprise à ouvrir cette vieille boîte à bijoux au fond du placard, là où dormaient encore quelques parures modestes héritées de ma mère. J'ai ressorti une robe bleu nuit que je n'avais plus portée depuis des années. Elle me semblait un peu démodée, mais je l'ai repassée avec soin, le cœur battant comme une jeune fille avant un bal. Je savais que Florence ne laisserait rien au hasard. Je devais être à la hauteur, ne pas les embarrasser, leur prouver que moi aussi, je savais tenir une fourchette différemment qu'un balai. Ce soir-là, en quittant ma petite maison, la lumière dorée du crépuscule caressait les toits d'Aix. Le Mistral soufflait doucement, et les platanes semblaient chuchoter un encouragement discret. J'avais le trac, mais aussi l'espoir fou de retrouver mes fils, de partager un moment simple, un repas ensemble, comme une vraie famille. Je n'avais aucune idée que cette soirée serait le début de la fin, ou peut-être le commencement de ma propre renaissance. La route entre Aix et Marseille, je la connaissais par cœur. Pourtant, ce soir-là, elle avait une saveur différente. Je me sentais fébrile, comme si je m'apprêtais à passer un examen. Chaque virage, chaque panneau, chaque éclairage me semblait un clin d'œil du destin. J'étais arrivée bien en avance. Je préférais patienter dans la voiture plutôt que de risquer de faire attendre qui que ce soit.
Le vieux port était magnifique, comme toujours à la tombée du jour. Les lumières des réverbères se reflétaient dans l'eau noire et les yachts scintillaient comme des lucioles vaniteuses. Le restaurant s'appelait l'Anse de Diane, une adresse réputée, connue pour sa cuisine méditerranéenne raffinée. La façade était discrète, élégante, avec de grandes baies vitrées donnant sur la mer. Une enseigne en fer forgé, sobre et noble. Je suis sortie de la voiture en ajustant ma robe et en vérifiant mon chignon dans le reflet d'une vitrine. Je voulais être présentable. Je voulais qu'il soit fier. En poussant la porte, une odeur délicate de romarin, de citron confit et de poisson grillé m'accueillit. Le maître d'hôtel, un jeune homme élégant au sourire professionnel, s'approcha. « Bonsoir, madame. Avez-vous une réservation ?» Je lui ai donné mon nom, certaine que Victor avait tout prévu. Mais à mesure qu'il feuilletait son registre, je voyais son sourire vaciller. « Je suis désolée, madame. Je n'ai pas de réservation à ce nom. Peut-être sous un autre ?» J'ai tenté de garder contenance. « C'est un dîner organisé par mon fils, Victor Dumont. Il fait une promotion. » Il a vérifié encore et encore, puis s'est excusé en me disant qu'il n'avait rien sous ce nom. Je sentais déjà la gêne m'envahir lorsque j'ai aperçu, au fond de la salle, une tablée animée. Mes fils étaient là. Victor, élégant, costume sur mesure, et Benoît, détendu mais tout aussi impeccable. À leur côté, Florence, radieuse, et quelques amis, visiblement des collègues ou des relations du même monde que les miens ne connaîtraient jamais. Je me suis avancée. Florence m'a vue la première. Son regard m'a scanné de la tête aux pieds et son sourire s'est élargi. Un sourire sans chaleur. « Catherine, quelle surprise! Tu es déjà là? Déjà là ?» L'heure était pourtant celle fixée par Victor. « Le maître d'hôtel ne trouve pas ma réservation, » ai-je dit, en essayant de ne pas laisser transparaître mon trouble. Florence a échangé un regard avec Victor, puis a haussé les épaules avec désinvolture. « Ah, il doit y avoir eu une erreur. Nous avons réservé pour 10 et... Eh bien, nous sommes déjà au complet. Mais il y a des établissements plus... accessibles juste à côté. Ça pourrait te convenir, non ?» Sa voix mielleuse cachait mal le venin. Le reste de la table riait discrètement derrière des mains gantées d'hypocrisie. Victor ne disait rien. Il fuyait mon regard, comme s'il espérait que je disparaîtrais. Benoît, lui, se contentait de sourires jaunes. Je suis restée là, droite malgré tout. J'avais le cœur au bord des lèvres, la gorge serrée. On m'écartait comme une pièce rapportée, comme si ma simple présence salissait l'éclat de leur réussite. J'ai failli partir. Vraiment. J'ai eu un instant de vertige, la tentation de tourner les talons, de laisser mes larmes se perdre dans la nuit marseillaise. Mais quelque chose, au fond de moi, s'est levé. Une voix ancienne, une dignité enfouie sous des années de silence. Alors j'ai souri. Un sourire calme, presque tendre, et j'ai dit « Dans ce cas, je vais demander la meilleure table disponible. Je pense qu'elle m'attend. » Ils m'ont regardé, surpris, amusé. Florence a ricané, persuadée que je délirais. Mais moi, je savais. Parce que ce restaurant, cette salle au voilage immaculé, au lustre en cristal, cette cuisine où chaque assiette est une œuvre d'art, tout cela m'appartenait. Et ce soir, j'allais leur rappeler qui était vraiment Catherine Dumont. Je me suis éloignée d'eux avec une lenteur calculée, laissant flotter derrière moi une dignité que même la plus somptueuse des robes n'aurait su égaler. Je voyais encore, du coin de l'œil, les rires étouffés de Florence et les regards gênés de mes fils. Ils pensaient que je faisais un caprice de vieille femme dépassée. Le maître d'hôtel, lui, me suivait du regard, visiblement embêté par la situation. Il s'apprêtait à me proposer une table isolée au fond de la salle, près des cuisines, quand une voix grave et pleine d'assurance a résonné derrière lui. « Catherine, que faites-vous donc à attendre ?» Je me suis retournée et j'ai vu arriver Armand, le directeur général de l'établissement. Un homme imposant, la soixantaine bien tassée, au regard vif et aux cheveux argentés impeccablement coiffés. Cela faisait plus de 15 ans que nous travaillions ensemble.
À chaque réunion, il me répétait que je ne venais pas assez souvent voir mes propres établissements. En me voyant, il a écarté les bras avec un sourire sincère. « Quelle joie de vous voir ici! Venez, j'ai une table qui n'attendait que vous. » Le maître d'hôtel, blême, comprit qu'il venait de commettre une bourde monumentale. Armand l'a brièvement réprimandé du regard avant de me prendre doucement par le bras. Je l'ai suivi jusqu'à une table près de la baie vitrée, avec vue plongeante sur le port et les lumières de la ville qui dansaient sur l'eau. Le meilleur emplacement. Victor, Benoît, Florence, tous me suivaient du regard. Je les sentais remuer sur leur siège, s'interroger. Armand me tira la chaise comme il l'aurait fait pour une reine. « Le chef vous prépare quelque chose de spécial. Nous avons reçu des Saint-Pierre d'une fraîcheur exceptionnelle, et je vous ferai monter la meilleure bouteille de Bandol que nous avons en cave. »« Merci, Armand, » ai-je répondu calmement. « Ce sera parfait. » Il me tapota la main avec complicité avant de s'éclipser. Et là, enfin, j'ai senti leur trouble. Florence chuchotait à l'oreille de Victor, qui gardait les yeux rivés sur moi, incapable de masquer son malaise. Benoît fronçait les sourcils, visiblement agacé. C'est alors que Camille, la chef de rang, s'approcha de moi, radieuse. « Madame Dumont, quel plaisir de vous servir ce soir. Nous sommes honorés. » J'ai remercié avec un sourire discret. Puis, pour la première fois de la soirée, j'ai tourné franchement le regard vers mes enfants et leur cours hypocrite. Ils me regardaient comme s'ils voyaient un fantôme. Florence paraissait décontenancée, son assurance fissurée. Elle échangeait à voix basse avec Victor, qui balbutiait quelque chose que je ne pouvais entendre. Ce fut Florence qui craqua la première. Elle se leva, s'avança vers moi, son sourire figé sur ses lèvres carminées. « Catherine, je crois qu'il y a un malentendu. Vous connaissez le directeur ?» J'ai pris le temps de savourer une gorgée d'eau avant de répondre. « Oui, Florence, disons que c'est moi qui l'ai nommée à ce poste. » Elle a pâli. « Comment ça? Ce restaurant m'appartient. Enfin, disons que je détiens la majorité des parts. » Le silence s'est abattu sur la table. Comme un couperet. Plus personne ne riait. Victor semblait chercher à comprendre, le regard perdu entre son assiette et mes yeux. Florence, elle, battait des cils, comme si chaque mot que je prononçais était une gifle inattendue. « Tu es propriétaire ?» ?»« Depuis plus de 10 ans, oui. » Je voyais dans son regard son monde vaciller. Elle, qui m'avait renvoyé vers un établissement plus accessible, venait de découvrir que le luxe qui l'entourait me nourrissait, moi, depuis des années. « Mais comment ?» balbutia-t-elle. Je me suis contentée de sourire, savourant cet instant de vérité comme un bon vin qu'on laisse respirer. C'est une longue histoire. Peut-être qu'un jour, si vous savez écouter, je vous la raconterai. Et j'ai replongé mon regard vers le port, laissant la mer et ses secrets bercer ma victoire silencieuse. Je laissai Florence plantée devant ma table, ses lèvres entr'ouvertes, mais incapables d'articuler autre chose qu'un étonnement vexé. Autour d'elle, les autres invités s'étaient tous gênés. Le rire avait déserté leur petit théâtre, et même les regards complices avaient disparu, remplacés par une sorte de stupeur collective. Victor, lui, n'avait pas bougé. Il était resté assis, le regard rivé sur moi, comme s'il cherchait à assembler les pièces d'un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. Son silence me disait tout. Il venait de comprendre que sa mère n'était pas la femme insignifiante et rustique qu'il s'était fabriquée dans son esprit. Il savait que je venais de dévoiler quelque chose de bien plus vaste que ce simple restaurant. Je sentais le vent tourner. Mais je ne voulais pas leur offrir le spectacle de ma revanche. Non, ce n'était pas une scène de théâtre, c'était un rappel discret, une fissure dans leur suffisance. Je n'avais pas besoin de plus. J'ai savouré le dîner que le chef m'avait fait monter, un poisson grillé aux fenouil et une purée de pois chiches relevée au citron confit, un plat que j'adorais et que j'avais moi-même suggéré de mettre à la carte lors de l'acquisition de l'établissement. Chaque bouchée avait le goût de ma patience récompensée.
Florence retourna lentement à sa table, la démarche raide, son sourire crispé trahissant sa nervosité. Je la vis murmurer à Victor, mais il gardait les yeux baissés. Il n'avait pas le courage de me regarder. Benoît, lui, se penchait vers son frère, et à leurs gestes, je devinais qu'ils discutaient avec une agitation contenue. J'aurais pu leur parler, leur expliquer. Mais pourquoi ? J'avais passé ma vie à m'expliquer, à justifier mes absences, mes vêtements modestes, mes mains abîmées. Ce soir, c'était à eux de se questionner, à eux de tirer les fils de ce que je venais de révéler. Alors j'ai continué mon repas dans le calme. Le dessert arriva. Une tartelette aux figues et au miel de lavande. La Provence sur une assiette. Un parfum sucré, doux comme un souvenir d'enfance, mais qui me rappelait que cette enfance, je l'avais sacrifiée pour eux. Au moment de partir, Armand revint me saluer. « Cela fait plaisir de vous voir ici, Catherine. Vous devriez venir plus souvent. Peut-être que je viendrai, oui. Après tout, il faut bien que je profite un peu de ce que j'ai construit, non ?» Il sourit avec bienveillance, mais il savait. Il savait que ce soir, quelque chose s'était passé. Un équilibre ancien venait de basculer. En sortant, la brise marine caressait doucement mon visage. Le vieux port brillait de mille feux, mais aucun n'était plus éclatant que cette paix qui m'envahissait. Je montai dans ma voiture, et alors que je démarrais, je les vis, tous les trois, Victor, Benoît et Florence, me regardant par la grande baie vitrée. Aucun n'osait encore venir me parler. Ils n'étaient pas prêts. Mais ils viendraient. Je le savais. Le silence que j'avais laissé derrière moi serait plus lourd que n'importe quelle parole. Et ce silence, ils allaient bientôt l'entendre résonner bien au-delà de ce restaurant. Sur la route du retour, le moteur ronronnait doucement, mais dans ma tête, tout grondait. Je repassais la scène en boucle, les regards stupéfaits, les bouches entr'ouvertes et surtout cette expression figée sur le visage de Florence. Elle, qui m'avait humiliée sans remords, venait de comprendre qu'elle s'était ridiculisée elle-même. Mais tout cela n'était qu'un début. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce restaurant n'était qu'une pierre dans un édifice bien plus vaste. Un empire discret que j'avais patiemment bâti dans l'ombre de leur vie brillante. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir riche. Mon seul rêve avait été de donner une vie digne à mes enfants. Mais quand on travaille 15 heures d'heures par jour, qu'on serre chaque sou, on finit par comprendre la valeur de l'argent. Je me souviens encore du premier déclic. J'avais 45 ans. Je faisais le ménage dans un cabinet d'architecte à Aix. Tous les matins, je ramassais les plans froissés, je lavais les tasses de café laissées par ces hommes trop pressés. Un jour, l'un d'eux avait laissé une revue immobilière ouverte sur un bureau. En la rangeant, mes yeux s'étaient arrêtés sur un article. À Aix, les petites maisons de quartier deviennent des mines d'or pour ceux qui savent investir au bon moment. Cette phrase m'a obsédée. J'avais mis de côté un peu d'argent, un tout petit pécule, mais j'ai commencé à me renseigner. Le soir, après mes ménages, je lisais des brochures, j'écoutais les conversations au cabinet, je posais des questions discrètes. Au bout de 2 ans, avec mes économies et un prêt modeste, j'ai acheté ma première petite maison délabrée à Gardanne, entre Aix et Marseille. Je l'ai retapée seule, aidée par un maçon compatissant qui acceptait d'être payé en plusieurs fois. Je l'ai louée à un jeune couple, puis une deuxième maison, un vieil appartement au centre d'Aix. Les loyers entraient et chaque euro était réinvesti. À 50 ans, je possédais 4 biens, mais ce n'était qu'un début. Un soir, alors que je nettoyais les sols du restaurant La Pergola, un établissement chic fréquenté par des chefs étoilés en visite, j'ai entendu le propriétaire parler de ses difficultés financières. C'était un homme fatigué, prêt à vendre. J'ai saisi ma chance. Avec mes loyers accumulés, quelques prêts négociés avec habileté, j'ai racheté l'établissement. Et je ne me suis plus arrêtée. J'ai appris à gérer, à faire confiance aux bonnes personnes. J'ai recruté un directeur compétent, des chefs talentueux, et en 10 ans, j'avais 5 restaurants haut de gamme entre Marseille, Aix et Cassis.
Mais je suis restée discrète. Je n'ai jamais changé mon train de vie. Pas de voiture de luxe, pas de bijoux ostentatoires. Mes enfants n'ont jamais su. Pourquoi? Peut-être par fierté, peut-être par défi, ou simplement parce qu'ils ne m'ont jamais posé la question. Pour eux, j'étais maman, la femme qui sentait l'eau de Javel et la lavande, rien de plus. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. Mais ce soir-là, en sortant de l'anse de Diane, je me suis dit que cela devait changer. Je n'avais plus de compte à leur rendre, et surtout, je n'avais plus de raison de continuer à les aider aveuglément. Oui, ce soir-là, j'ai décidé que les aides financières que je leur versais depuis des années allaient s'arrêter. Il était temps qu'ils apprennent, eux aussi, à suer un peu pour obtenir ce qu'ils croyaient acquis. De retour à Aix, la nuit était tombée depuis longtemps, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée là, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, à observer les lumières lointaines qui vacillaient sur les collines. La Provence a ce pouvoir étrange. Même les nuits agitées, elle offre toujours ce silence ponctué du chant lointain des grillons, comme pour nous rappeler que le monde continue de tourner. J'ai repensé à Victor et Benoît. Je leur avais tout donné. J'avais payé leurs études dans des écoles privées, j'avais réglé les cautions de leurs premiers appartements, j'avais même financé, sans qu'ils le sachent vraiment, une partie du lancement du cabinet de Benoît et du premier emploi de Victor à Marseille. À chaque difficulté, je trouvais un moyen de les aider, un virement discret, un prêt sans intérêt, parfois une enveloppe glissée sous prétexte d'un anniversaire. Mais ce soir-là, devant leur mépris, j'ai compris que mes sacrifices n'avaient forgé en eux que l'arrogance. Ils n'avaient jamais demandé d'où venaient ces aides. Jamais une fois ils ne m'avaient regardé avec la curiosité de celui qui s'interroge sur la force silencieuse d'une mère. Florence, elle, c'était pire. Elle me regardait comme un poids, un souvenir gênant du passé populaire de Victor, une ombre embarrassante. Alors oui, j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai contacté mon notaire, maître Dussault, un homme sérieux et discret. Je lui ai expliqué que désormais, tous les virements que je faisais à mes enfants devaient être stoppés. Plus un sou. « Vous êtes sûre de vous, Madame Dumont ?» m'a-t-il demandé avec douceur. « Plus sûre que jamais, ai-je répondu. Il est temps qu'ils grandissent. » Et comme pour marquer ce changement, j'ai aussi demandé un audit complet de tous mes établissements, une mise à jour de mes revenus et un rapport précis sur mes biens immobiliers. Cela faisait des années que je laissais faire mes gestionnaires, mais je voulais maintenant avoir chaque chiffre entre les mains. J'étais Catherine Dumont, femme de ménage, oui, mais aussi propriétaire d'un petit empire discret. Il était temps que moi-même je prenne la mesure de ce que j'avais bâti. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Pas de nouvelles de Victor ni de Benoît. Pas un mot, pas un appel. Ils devaient digérer ce qu'ils avaient appris, ou peut-être espéraient-ils que je viendrais m'expliquer, mais ce n'était pas à moi de le faire. Puis, au bout de 10 jours, le téléphone a sonné. C'était Victor. Sa voix était plus tendue qu'à l'accoutumée. « Maman, tu es occupée ? » ?»« Non, je t'écoute. » On s'est un peu embrouillé avec Florence depuis ce dîner. Elle n'a pas bien compris. Et puis, je voulais savoir, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais de l'argent, des restaurants ? Il hésitait. Il cherchait ses mots, comme s'il tentait de ne pas paraître accusateur, mais n'y parvenait pas vraiment. Parce que tu ne me l'as jamais demandé, Victor. Tu ne t'es jamais intéressé à autre chose qu'à ce que je pouvais faire pour toi. Il y eut un long silence au bout du fil. Puis, « Mais tu sais qu'on a toujours compté sur ton aide pour la maison, les enfants, tout ça. » Je souris tristement. Voilà. L'argent. Toujours l'argent. Justement, Victor, il est temps que tu apprennes à faire sans moi. Il s'est étranglé presque. Quoi ? J'arrête de vous aider. Toi et ton frère, vous êtes assez grands maintenant. Il est resté sans voix. Puis, il a marmonné quelque chose que je n'ai pas saisi et a raccroché sans même dire au revoir. Je savais que ce ne serait pas la dernière fois que j'entendrais parler d'eux. Mais cette fois, c'était à moi de fixer les règles. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. Et quelque part,
Je savais que ce n'était que le début des conséquences. Il n'a pas fallu longtemps pour que les premières secousses secouent leur joli petit monde. Quelques jours après le coup de fil de Victor, c'est Benoît qui m'a appelé à son tour. La voix pleine de cette fausse cordialité qu'il utilisait pour amadouer ses clients. « Maman, je t'appelle parce que j'ai eu Victor. Il m'a dit que tu avais pris une décision. Tu peux m'expliquer ? Tu as bien entendu. J'arrête de vous soutenir financièrement. » Un silence de plomb s'est abattu. Puis il a ri, un rire sec, nerveux. « Tu veux nous punir, c'est ça ? Pourquoi ? Pour ne pas avoir su que tu avais des restaurants ? Allons, maman, sois raisonnable, tu ne peux pas nous faire ça. » J'ai fermé les yeux. Il me parlait comme à une vieille femme sénile qui aurait fait un caprice. Tu sais, Benoît, ce qui était déconcertant dans cette histoire, ce n'est pas que je vous coupe les vivres, c'est que vous trouviez ça anormal, alors que je n'avais jamais promis que je vous entretiendrais toute votre vie. Il a tenté de protester, d'aligner des arguments bancals. Que son cabinet traversait une mauvaise passe, que les investisseurs étaient moins généreux, que les impôts devenaient intenables. Je n'ai pas cédé. Quelques semaines plus tard, les premiers signaux de détresse sont apparus. J'ai appris par une connaissance qu'un des partenaires de Victor avait claqué la porte de leur cabinet. Victor, malgré ses talents d'avocat, avait une gestion financière désastreuse. Il avait pris des risques inconsidérés, s'était endetté en pensant que, comme toujours, sa mère viendrait renflouer discrètement les caisses. Mais cette fois, je n'étais pas là. De son côté, Benoît avait multiplié les placements hasardeux, pensant que l'argent maternel serait toujours là pour combler les trous. Lorsqu'un de ses clients majeurs s'est désisté, il n'a pas eu la trésorerie suffisante pour rebondir. Et Florence, elle, j'appris qu'elle avait dû revendre plusieurs de ses sacs de luxe et ses bijoux. Leur villa au bord de Cassis, qu'ils avaient acheté en partie grâce à mon argent, fut mise en vente discrètement. Mais le marché était dur et les acheteurs exigeants. Je n'avais pas besoin de leur demander des nouvelles. Les rumeurs voyageaient vite dans une région comme la nôtre, et Armand, mon fidèle directeur, me tenait parfois au courant. « Vous saviez que votre fils Victor a été contraint de vendre son Audi pour une voiture bien plus modeste ?» m'a-t-il dit un soir, amusé. Je n'ai pas souri. Une part de moi était encore meurtrie. J'aurais aimé ne jamais en arriver là. Mais je savais que parfois, la fierté naît de la chute. Puis un jour, Florence elle-même m'a appelée. Sa voix, d'ordinaire tranchante comme la pierre, s'était faite mielleuse. « Catherine, je crois que nous sommes partis du mauvais pied. Ce dîner, tout ça. Je n'aurais pas dû. On ne savait pas. » Je l'ai écoutée en silence. Elle pesait chaque mot, tentant de m'attendrir, de faire renaître la générosité de la pauvre mère qu'elle avait toujours méprisée. « Victor est très stressé en ce moment, tu sais. Ça lui ferait du bien de te parler. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble ? Juste toi, lui et moi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai observé les collines d'Aix par la fenêtre, les vignes qui se teintaient de rouge à l'automne, puis j'ai dit doucement « Florence, je ne suis pas un tiroir-caisse. Mais tu le découvriras bientôt par toi-même. » Elle a tenté de protester, mais j'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, je posais mes limites. Et je savais qu'ils allaient devoir apprendre. À leurs dépens, après cet appel, je n'ai plus eu de nouvelles pendant un temps. Un long silence pesant qui aurait pu m'attrister si je n'avais pas appris à m'en protéger. J'avais toujours été là pour eux, et maintenant que le robinet était fermé, ils n'avaient plus aucun intérêt à prendre de mes nouvelles autrement qu'en marchandant leur affection. Mais j'étais décidée à ne plus céder. Et pourtant, un matin d'hiver, alors que je marchais sur le cours Mirabeau à Aix, emmitouflée dans mon manteau, une silhouette familière m'interpella timidement depuis la terrasse d'un café. C'était Benoît. Il avait l'air fatigué, ses traits tirés, les yeux cernés. Lui qui portait toujours des costumes impeccables, arborait une veste froissée et des chaussures ternies. Je me suis approchée, prudente mais curieuse. « Maman, je peux te parler ?» Il avait ce ton d'enfant pris en faute.
cette voix presque cassée que je n'avais pas entendue depuis des décennies. Je me suis assise en face de lui. « Je t'écoute. » Il baissa les yeux, tourna sa tasse de café entre ses doigts. « J'ai été idiot. Avec toi, avec tout ça. Je ne savais pas. Je croyais que tu avais une vie simple et que tu voulais rester discrète. » Je n'ai rien répondu. Je voulais l'entendre jusqu'au bout. « Je suis dans la merde, maman. Mon cabinet est au bord de la faillite. J'ai fait des erreurs, des choix risqués. Et Victor aussi. Il t'en veut, mais il sait que tu as raison. On a été aveugles. » Il releva la tête et dans ses yeux, je vis pour la première fois autre chose que du mépris ou de l'indifférence. Il y avait une tristesse réelle, peut-être même un début de remords. « Je ne te demande pas d'argent, continua-t-il, mais j'aimerais comprendre. Comment t'as fait? Comment une femme qui a lavé des sols toute sa vie est devenue propriétaire de tout ça ?» Son regard était sincère. Pour la première fois, il voulait savoir qui était sa mère, au-delà du cliché qu'il s'était construit. Alors, j'ai parlé. Longtemps. Je lui ai raconté mes premiers investissements, mes nuits passées à étudier les prêts, les marchés, les falaises du système immobilier. Je lui ai parlé des fois où j'ai cru tout perdre, des fois où je me suis levée malgré la peur. Il m'écoutait sans m'interrompre, le visage fermé, mais je voyais que mes mots creusaient quelque chose en lui. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» a-t-il fini par demander. « Parce que je voulais que vous soyez fiers de votre propre parcours. Et parce que je savais que si je vous l'avais dit, vous m'auriez regardé autrement. Peut-être même avec plus de honte que de fierté. » Il n'a pas su quoi répondre. Alors, il a hoché la tête, humblement. « Est-ce que tu pourrais au moins me conseiller ?» J'ai souri. Pas pour l'argent, pas pour une énième demande d'aide, mais pour un conseil, une demande de savoir. « Je vais réfléchir, Benoît, mais pas tout de suite. Il faut que tu comprennes par toi-même pourquoi tu es tombé. C'est la seule façon de vraiment te relever. » Il a acquiescé et je suis partie, laissant son regard suspendu à mon dos. Le soir même, j'ai reçu un message de Victor. Quelques mots secs. « On doit parler. » Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite, qu'ils apprennent à patienter. J'avais attendu toute une vie leur reconnaissance. Ils pouvaient bien attendre un peu que je sois prête à leur parler. Je sentais que quelque chose avait bougé en eux. La façade s'effritait. Mais ils n'avaient pas encore tout perdu. Pas encore. Et moi, je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Je savais que ce moment finirait par arriver. Victor, silencieux depuis des semaines, était trop fier pour venir frapper à ma porte. Mais à Marseille, les nouvelles circulent vite, surtout quand la façade des puissants commence à se fissurer. Un matin, alors que je prenais un café sur la terrasse de la place des Quarts d'Heure, Armand, mon directeur général, m'envoya un message laconique. « Vous avez vu la presse de ce matin ?» Intrigué, je récupérai La Provence, le journal local que le serveur avait laissé sur une chaise voisine. Et là, en première page, « Scandale financier. Le cabinet Dumont en associé au bord de la faillite. » Le titre était sans appel. L'article détaillait les investissements douteux, les partenaires qui se retiraient les uns après les autres, les soupçons de malversation. Mon fils Victor, celui qui avait tant méprisé mes origines, se retrouvait exposé, démasqué aux yeux de tous. Plus bas, une autre mention me fit tressaillir. Une source proche de la famille évoque une mère fortunée et discrète qui refuserait de les aider. Je sentis une chaleur étrange me traverser. Voilà que mon secret commençait à se répandre. Et ce n'était pas moi qui l'avais dévoilé. Le téléphone ne tarda pas à sonner. C'était un journaliste de France 3 Provence. Il voulait me rencontrer, m'interviewer. Il paraissait bien renseigné. Il savait pour mes propriétés, pour mes restaurants. Quelqu'un avait parlé. Peut-être Florence, peut-être un proche de Victor. Je refusai poliment. Pas question de me jeter en pâture. Mais le lendemain, c'est une journaliste du Midi Libre,
une femme vive et courtoise qui me contacta. Elle ne voulait pas me piéger. Elle m'offrait une tribune. Je réfléchis toute la nuit, puis je finis par accepter. Le reportage fut diffusé une semaine plus tard. Catherine Dumont, de femme de ménage à reine discrète de la gastronomie provençale. J'y racontais mon parcours sans jamais évoquer mes filles directement. Mais chacun pouvait lire entre les lignes que je parlais aussi d'eux. À ma grande surprise, l'émission fit sensation. Les gens s'émerveillaient qu'une femme de mon âge, venue d'un milieu modeste, ait su bâtir un empire sans jamais rien dire à personne. On m'arrêtait dans la rue pour me féliciter. Des femmes venaient me voir, les yeux brillants, me disant que mon histoire leur donnait du courage. Et Florence ? Ah, Florence. Je la vis un jour à la télévision locale, interrogée sur la faillite imminente de Victor. Le journaliste lui demanda ce qu'elle pensait de la réussite spectaculaire de sa belle-mère. Elle sourit, jaune, incapable de prononcer un mot. Puis, un jour, une lettre arriva chez moi. Une belle enveloppe épaisse. À l'intérieur, un mot manuscrit sobre. « Maman, je n'ai jamais su qui tu étais vraiment. Maintenant, tout le monde sait. Moi, je t'ai ignoré, je suis désolée. J'aimerais que tu me pardonnes. Victor. » Pas d'excuses détaillées, pas de demande d'argent cette fois, juste un mot, un début. Je ne savais pas encore si j'allais lui répondre. Mais une chose était certaine. Je n'avais plus honte de qui j'étais, et désormais toute la Provence connaissait mon nom. Les jours qui suivirent la diffusion du reportage furent étranges. Moi qui avais toujours vécu dans l'ombre, voilà que les commerçants me reconnaissaient sur les marchés d'Aix, que des passants me saluaient avec respect et que des femmes d'un certain âge m'arrêtaient pour me dire « Vous êtes notre fierté, Madame Dumont. Vous prouvez qu'on n'est jamais trop vieille pour construire quelque chose de grand. » J'aurais pu en rire. Mais au fond, cela me réchauffait le cœur. Je n'étais plus simplement la mère de Victor et de Benoît, la vieille dame discrète qui marchait lentement dans les ruelles de la vieille ville. J'étais devenue Catherine Dumont, un nom que l'on associait désormais à la réussite silencieuse et à la résilience. Mais pendant que mon étoile montait dans les cœurs des anonymes, celle de mes enfants s'éteignait. Victor fut contraint de liquider son cabinet. Florence, elle, perdit peu à peu toutes ses attaches mondaines. Ceux qui venaient dîner à leur table pour profiter de leur influence se firent soudain rares. Elle qui collectionnait les robes de créateurs et les bijoux clinquants, la voilà désormais contrainte de revendre pièce après pièce ses trésors. Quant à Benoît, il tenta un temps de sauver son cabinet de conseil, mais les créanciers étaient sans pitié. Bientôt, il perdit ses bureaux à Nice et dut retourner vivre dans un appartement modeste à Aubagne. Ils n'avaient jamais appris à perdre. C'était là leur faiblesse. Moi, j'avais appris à survivre avec rien. Avec la fatigue, la solitude, le mépris. Je connaissais la saveur de la sueur, eux non. Mais moi, pendant ce temps, je réfléchissais à la suite. Je n'avais plus envie de m'acharner à accumuler des richesses pour des héritiers ingrats. Alors je pris une décision. J'ai vendu plusieurs de mes biens locatifs à Aix et Marseille. Le produit de ces ventes fut investi dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Avec l'aide d'Armand et d'une équipe dévouée, je lançai la Fondation Dumont, une organisation dédiée à soutenir les femmes âgées délaissées par leur famille, leur offrant des logements dignes, des soins, mais surtout une compagnie humaine. Je fis également l'acquisition d'une magnifique villa en pierre aux environs de Lourmarin, en plein Luberon. Une propriété nichée entre des champs d'oliviers et des cyprès, avec une vue à couper le souffle sur les collines alentour. C'était là que je voulais vivre désormais. Là, entre les murs ocre et les parfums de garrigue, j'avais enfin la sensation d'exister pour moi-même. Un matin, alors que je regardais le lever du soleil au-dessus des vignes, je reçus une lettre recommandée. C'était de Victor et Benoît. Leur écriture tremblait, mais les mots étaient clairs. « Maman, tout ce que nous avions est perdu. Nous avons été aveuglés par l'orgueil et la facilité. Nous n'avons plus rien. Sauf peut-être un dernier espoir.
celui de redevenir simplement tes fils, pas pour l'argent, mais pour te comprendre, pour qu'un jour, nous puissions marcher à tes côtés sans honte. Nous sommes prêts à travailler pour toi, à n'importe quel poste. Nous voulons apprendre ce que nous n'avons jamais su voir. Je relus ces mots plusieurs fois. J'aurais pu les déchirer, les ignorer, mais je savais que si je les laissais tomber maintenant, je ne vaudrais pas mieux qu'eux dans leur mépris passé. Alors je pris une décision. Ils allaient travailler. Oui, mais dans mes restaurants, dans mes cuisines, au bas de l'échelle, sous la direction de mes chefs et de mes directeurs. Pas de privilèges, pas de traitement de faveur. Je voulais voir s'ils avaient vraiment changé, et s'ils le faisaient sincèrement. Peut-être qu'un jour, ils pourraient de nouveau franchir la porte de ma villa. Il y avait dans ma décision une forme de justice que je voulais juste, mais aussi un soupçon de cruauté mesurée. Ils avaient né grandi dans l'idée que tout leur était dû, que la réussite était un droit naturel quand on venait de bonnes écoles et que l'argent coulait de la bonté maternelle comme une fontaine inépuisable. Eh bien, il était temps qu'ils goûtent au sel des choses. Je leur écrivis une lettre courte mais ferme. Je vous attends dans mes établissements. Vous commencerez en cuisine comme commis sous les ordres de mes chefs. Vous ne porterez pas mon nom. Personne ne saura qui vous êtes. Vous serez jugés comme les autres. Si vous refusez, sachez que je ne vous recevrai plus jamais. À vous de choisir. Quelques jours plus tard, ils acceptèrent. Victor fut affecté au restaurant Le Clos de Sylvie, une adresse gastronomique près de Cassis, célèbre pour ses poissons grillés et sa vue imprenable sur les calanques. Il devint plongeur, lavant les montagnes d'assiettes, de casseroles graisseuses et de verres fragiles. Lui, l'avocat autrefois élégant, se retrouva les mains dans l'eau brûlante, les bras trempés, l'odeur de détergent collée à la peau. Benoît fut envoyé à la Table de l'Or, à Aix, un bistrot raffiné où il fut chargé de réceptionner les livraisons au petit matin et de nettoyer les chambres froides. Là, dans la pénombre des réserves, il découvrit l'humilité de ceux qui travaillent maintenant dans l'ombre pour que les clients soient servis avec élégance. Je laissai passer les semaines, observant à distance. Mes directeurs me rendaient compte régulièrement. Au début, mes fils râlaient, ils peinaient. Leur fierté craquait à chaque corvée, chaque remontrance d'un chef de parti plus jeune qu'eux. Mais ils tenaient bon. Et petit à petit, quelque chose changea. Victor se mit à écouter les conseils, à nettoyer plus vite, plus proprement. Il a même pris plaisir à observer la brigade, à comprendre les rythmes, les urgences, les gestes minutieux du cuisinier qui dresse une assiette comme une œuvre d'art. Benoît, lui, devint méthodique. Il classait les produits, notait les dates, comprenait la chaîne de distribution, la fraîcheur des ingrédients. Il demanda même à participer à l'élaboration des menus pour saisir l'importance du choix des matières premières. Je ne leur parlais pas encore. Mais je savais que l'humiliation laissait place à une forme de renaissance intérieure. Un matin, Armand me fit un rapport qui me toucha profondément. Ils ne sont plus les mêmes. Benoît m'a demandé à suivre une formation de gestion des stocks. Victor veut apprendre les rudiments de la sommellerie. Ils travaillent en travail dur. Et surtout, ils ne se plaignent plus. Je n'ai rien dit sur le moment. Mais au fond de moi, une petite lueur s'était allumée. Peut-être avaient-ils compris. Peut-être étaient-ils en train de renaître à eux-mêmes. Je décidai que le moment approchait. Bientôt, je les convoquerai à ma villa. Mais pas avant que je sois certaine de la sincérité de leur transformation. Je voulais les voir me regarder dans les yeux, non pas comme leur mère épuisée par des années de sacrifice, mais comme la femme qui leur avait donné une seconde naissance. Et cette fois, ce serait à eux de me convaincre. Le Mistral soufflait fort ce jour-là, emportant avec lui l'odeur des pins et de la garrigue qui s'accrochait aux collines du Luberon. Depuis ma terrasse, je regardais les oliviers qui se courbaient sous les bourrasques, et quelque chose en moi s'apaisait. Le vent nettoyait le paysage comme mes décisions avaient nettoyé ma vie. Je savais que le moment était venu. Il était temps de les revoir,
de les confronter non plus comme une mère qui attend des excuses, mais comme une femme qui exigeait la vérité. Je fis porter à Victor et Benoît une invitation. Sobre. Je vous attends à la villa dimanche prochain à midi. Venez comme vous êtes. Et venez seul. Le jour venu, la Provence s'était parée de son manteau lumineux. Le ciel bleu intense, les cigales obstinées malgré la fin de l'été, et l'air tiède, parfumé de romarin. Je les vis arriver par l'allée bordée de cyprès. Ils marchaient côte à côte, tête baissée, les traits marqués par la fatigue, mais surtout par une forme de gravité que je ne leur connaissais pas. Ils étaient venus sans Florence, sans leur costume, simplement vêtus comme des hommes ordinaires. Cela seul était déjà un signe. Je les attendais dans le jardin, sous la pergola de vigne vierge où j'aimais lire. Une table en bois rustique, une carafe d'eau citronnée, et ce silence seulement brisé par le chant des oiseaux. Ils s'assirent en face de moi. Aucun ne parlait. Leur regard cherchait mes yeux, mais fuyait un sitôt qu'ils croisaient le mien. J'ai brisé le silence. « Alors, que venez-vous chercher ici ?» Benoît fut le premier à répondre, d'une voix basse mais claire. « Pas ton argent, pas cette fois. » Victor enchaîna, les mains jointes, crispé. « On vient te demander pardon. Mais pas seulement. On vient surtout te dire qu'on a compris, que toute notre vie, on a marché sur ce que tu avais fait pour nous. On n'a jamais pris la peine de savoir qui tu étais vraiment. » Leurs mots étaient maladroits, mais je sentais leur sincérité. Leur fatigue n'était pas seulement physique, elle était morale. Ils avaient touché le fond, et en cela, peut-être avaient-ils trouvé l'humilité qui leur avait tant manqué. Vous êtes allés au bout de l'orgueil, ai-je dit. Et je ne suis pas là pour vous en vouloir, mais dites-moi, qu'avez-vous appris ? Benoît répondit du tac au tac. Que l'argent ne vaut rien s'il n'est pas construit à la sueur de l'effort. Que la dignité, c'est de savoir reconnaître ses fautes et continuer à avancer. Victor ajouta. Et que la réussite ne devrait pas être une armure, mais une main tendue. Je les regardai longuement. Ce n'étaient plus les hommes arrogants du dîner de Marseille. Ils avaient maigri, leur visage s'était creusé, mais surtout, leur regard s'était adouci. Je laissai un silence flotter, puis « Très bien. Vous êtes venu chercher un pardon ? Cela, je ne peux pas encore vous le donner. Il faut du temps. Mais je peux vous proposer autre chose. » Ils me regardèrent, surpris. « Vous viendrez ici chaque dimanche, pas pour parler argent, pour apprendre, pour écouter, pour partager un repas simple. Et si un jour je sens que vos paroles ne sont pas des masques, alors peut-être que je vous dirai enfin « je vous pardonne ». Ils acquiescèrent sans discuter. Pour la première fois depuis des années, ils acceptaient mes conditions sans tenter de négocier. Je les raccompagnai jusqu'au portail. Et avant qu'ils ne partent, Victor se retourna et dit « On fera tout pour le mériter. » Le portail se referma doucement derrière eux, mais en moi quelque chose venait de s'ouvrir. Une brèche, peut-être. Un début. Mais je savais que je ne pouvais plus jamais redevenir celle que j'avais été pour eux, une présence dévouée et invisible. Désormais, s'ils voulaient une place dans ma vie, ils devraient la mériter. Les semaines passèrent, et comme convenu, chaque dimanche, mes fils montaient jusqu'à ma villa. Ils arrivaient toujours un peu en avance, parfois même avec des produits du marché, des fromages de Banonne, des fruits mûrs cueillis à Cavaillon, ou encore une bouteille de vin du Luberon. Ils s'efforçaient de faire juste, sans ostentation. Et moi, je les observais. Nous mangions ensemble des plats simples que je préparais moi-même. Je leur servais ma soupe au pistou, des petits farcis ou encore des tartes à la figue. Des recettes de pauvres, comme disait ma propre mère. Mais à chaque bouchée, je sentais qu'ils comprenaient mieux d'où je venais et surtout qui j'étais. Ces repas étaient comme des fenêtres ouvertes sur des souvenirs que je n'avais jamais partagés. Je racontais les hivers sans chauffage, les nuits où je nettoyais des bureaux jusqu'à l'aube, les étés passés à servir des glaces sur le port de Cassis pour quelques pièces. Ils m'écoutaient sans m'interrompre
parfois même avec les yeux humides, et je savais que mes mots creusaient en eux une faille nouvelle, celle de la prise de conscience. Et pourtant, je restais sur mes gardes. Je guettais le moindre signe de manipulation, mais je n'en voyais plus. Un dimanche, Victor me demanda « Pourquoi as-tu tout fait seul ? Pourquoi ne pas avoir cherché un compagnon, quelqu'un pour t'épauler ?» La question me déstabilisa un instant. Mais je lui répondis avec sincérité. Parce que l'amour qu'on m'a offert était toujours conditionné. Conditionné à mon corps, à ma jeunesse, à ma soumission. Alors j'ai préféré bâtir quelque chose qui ne me serait jamais repris. Ils baissèrent les yeux. Ces mots, ils les comprenaient enfin. Puis, peu à peu, ils commencèrent à parler d'eux. De leur peur, de leur vide intérieur. De ce que signifiait pour eux d'avoir perdu leur statut, leur confort, leurs illusions. Benoît me confia. La première fois que j'ai reçu des ordres d'un gamin de 20 ans en cuisine, j'ai eu envie de lui éclater une poêle à la figure. Mais après, j'ai compris que c'était moi le gamin. J'avais juste 30 ans de retard. Victor, lui, me dit « J'ai appris à écouter le silence. Avant, je le fuyais. Maintenant, je le respecte. Comme toi, maman. » Leurs mots sonnaient justes. Mais je ne leur dis pas encore que je les pardonnais. Je voulais qu'ils intègrent que le pardon n'est pas une porte qu'on force. C'est une porte qu'on laisse entr'ouverte et que le temps, seul, permet de franchir. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Victor est resté un peu en retrait. Il regardait la vue en silence. Puis il m'a dit doucement « J'ai vendu ce qui me restait. Je veux recommencer. Avec mes mains. » Benoît ajouta. « Moi aussi. Plus jamais je ne veux vivre sur les acquis. » Ces mots étaient peut-être simples, mais ils avaient le goût d'une promesse. Et au fond de moi, je sentais que la fracture se réparait, lentement, pierre après pierre. Je ne leur avais pas encore tout donné, mais je leur avais transmis le plus précieux, le sens de la reconstruction. Le pardon viendrait peut-être, mais à mon rythme. Le Mistral s'était calmé depuis plusieurs jours, laissant dans l'air ce parfum d'olivier chauffé par le soleil et de terre sèche. La Provence retrouvait sa douceur, et avec elle, mon cœur aussi semblait moins rugueux. Chaque dimanche était devenu une habitude différente de celle d'autrefois où je m'occupais de mes enfants comme d'une tâche à accomplir. Là, c'étaient eux qui venaient, eux qui m'aidaient à préparer la table, à couper les légumes, à déboucher la bouteille de vin. Je les observais, sans mot dire. Leurs gestes étaient maladroits parfois, mais sincères. Je les sentais présents, plus ancrés dans le réel, comme s'ils redécouvraient la lenteur, le soin, la gratitude. Un jour, Benoît, en nettoyant les herbes fraîches, s'arrêta soudain et dit « Tu sais, maman, au fond, je crois qu'on n'a jamais su être des hommes. On croyait que l'argent et la réussite suffisaient, mais en fait, on était des enfants déguisés. » Victor acquiesça, la voix grave. « Et toi, tu as toujours été notre mère, mais on ne t'a jamais vue comme une femme. Comme une personne qui a vécu, qui a souffert, qui a construit. » Ces paroles, je ne les attendais plus. Elles résonnaient dans moi comme un écho venu de loin, celui d'une femme jeune que j'avais été, mais que personne n'avait jamais regardée autrement que comme une mère, une servante, une besogneuse. Ce soir-là, après leur départ, j'ai allumé la lampe près de mon fauteuil favori et j'ai sorti un cahier à la couverture de cuir. C'était un vieux cadeau que je ne m'étais jamais décidé à remplir. J'ai commencé à y écrire mon histoire. Pas pour eux, pour moi. Pour laisser une trace, pour que jamais plus on ne m'efface. Mais alors que je rédigeais les premiers mots, une pensée me traversa. Et s'ils étaient sincères? Et si leur transformation était réelle? Il fallait que je le sache. Que je les teste une dernière fois. Le dimanche suivant, après le repas, je leur proposai une marche dans les vignes autour de la propriété. Le soleil déclinait, la lumière dorée caressait les feuilles et les grappes encore vertes. Arrivé en haut d'une colline, je me suis arrêtée et leur ai dit
Je veux vous poser une question. Pas pour que vous me répondiez tout de suite, mais pour que vous y pensiez vraiment. » Il me regardait, attentif. « Si demain je mourais, que retiendriez-vous de moi? Que diriez-vous à vos propres enfants de celle que j'étais ?» Ils restèrent muets. Pas par ignorance, mais parce que la question les prenait de court. « Je ne vous demande pas une réponse ce soir, ajoutai-je. Mais sachez que le jour où vous saurez quoi me répondre, alors peut-être que vous serez prêt à revenir vraiment dans ma vie. » Ils hochèrent la tête, sérieux, troublés. Et ce soir-là, ils repartirent sans un mot de plus, mais avec le visage marqué par la réflexion. Je les avais vus grandir en quelques mois plus que durant toute leur vie. Mais il leur restait encore un pas à faire. Et ce pas, je savais qu'il viendrait. Le moment venu, le temps passa. Le mistral souffla encore, la vigne vira lentement du vert au pourpre, et les collines se teintèrent des couleurs chaudes de l'automne. Je n'avais pas revu Victor et Benoît depuis cette dernière promenade. Je leur avais laissé une question sans réponse immédiate. Un silence volontaire, une épreuve que je m'étais imposée à moi-même autant qu'à eux. Laisser faire le temps, leur donner l'espace de réfléchir. Et puis, un dimanche, au matin, sans prévenir, la cloche de l'entrée de la villa retentit. Je descendis lentement, croyant à un livreur ou à un voisin. Mais c'étaient eux. Victor et Benoît, debout côte à côte, simplement vêtus, les traits apaisés, le regard clair. Dans les bras de Victor, un vieux panier en osier plein de figues, de pommes et de pain de campagne. Benoît tenait un petit cahier à la couverture noire. « On a réfléchi, maman, » dit Victor, « et on voudrait te dire ce qu'on retiendrait de toi. » Je les fis entrer, les mains tremblantes malgré moi. Nous nous sommes assis dehors, sous la treille, là où le soleil de fin d'octobre réchauffait encore les pierres. Benoît ouvrit le carnet. Sa voix était calme. « Si tu devais mourir demain, je dirais à mes enfants que leur grand-mère a été une femme de courage, pas seulement une mère, mais une bâtisseuse. Une femme qui a aimé sans jamais se sacrifier au point de s'oublier totalement. » Victor prit la parole, le regard plongé dans le mien. « Je leur dirai qu'elle a fait plus que nous donner la vie. Elle nous a donné la chance de devenir enfin des hommes. Pas en nous épargnant, mais en nous laissant tomber. Et qu'en nous laissant tomber, elle nous a permis de nous relever. » Je sentis mes yeux s'embuer. Je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant, mais ces mots-là. Je les avais attendus sans même le savoir. Alors, j'ai souri. Un sourire fatigué, mais fier. « Vous venez de me rendre le plus beau des hommages. Vous êtes prêts ?» Ils m'ont regardé, surpris. « Prêts à quoi ?» demanda Benoît. Je me suis levée et les ai guidés jusqu'au petit bureau que je m'étais aménagé dans une pièce lumineuse de la villa. Là, sur le bureau, j'avais déposé plusieurs dossiers, ceux de mes propriétés, de mes restaurants, de la fondation, prêts à comprendre enfin ce que je vais vous léguer. Mais pas l'argent. Ce que je veux vous transmettre, c'est une responsabilité. Si vous la refusez, vous n'aurez rien. Mais si vous l'acceptez, alors vous pourrez marcher dignement, non pas comme mes héritiers, mais comme mes fils. » Ils acquiescèrent, sans hâte, sans gourmandise, juste avec gravité. Le soir, ils repartirent, mais en franchissant le portail, ils se retournèrent et me saluèrent comme jamais auparavant. « À dimanche, maman !» Et j'ai su, en les regardant s'éloigner, que pour la première fois de ma vie, je pouvais vivre pour moi-même, entourée non pas d'enfants gâtés, mais d'hommes capables de respect. Je suis Catherine Dumont, j'ai 72 ans. J'ai été femme de ménage, serveuse, propriétaire et aujourd'hui, je suis libre. Libre de vivre comme une femme qu'on regarde enfin avec les yeux qu'elle mérite.